abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que David tu veux dire un mot dans le micro? Bonjour correctement, bonjour tout le monde. Bonjour, voilà. Bonjour Mediapart. Est-ce que vous nous entendez bien? On est encore une fois en direct pour l'émission Abonnez-vous matin, aussi connue sous le nom de Mediapartinal, bien sûr par les aficionados de l'émission. On est toujours en direct des magnifiques et spacieux locaux de Mediapart. L'émission, c'est tous les vendredis de 10h à midi. Première partie avec un invité de qualité, particulièrement de qualité ce matin, dois-je dire. Et en deuxième partie, une revue de presse où on lit les articles de Mediapart. Qualité. De qualité également, bien sûr. De qualité. Et des articles également du club de Mediapart et des partenaires de Mediapart, des médias partenaires. Là, par contre... Là, ça dépend. Et tous les lundis, vous retrouvez ma collègue Anna qui est ici à partir de 18h avec des membres de Mediapart, que ce soit la rédaction, service info, ressources humaines, pour comprendre un peu les coulisses du journal. Vous avez tous ces replays qui sont sur la chaîne YouTube de Mediapart. Dernière émission d'Anna, c'était avec Fabrice Arfi pour faire un petit résumé de l'affaire libyenne et du traitement médiatique. C'est assez croustillant, hein, je vous encourage à aller voir la vidéo. Et mon invité, ai-je besoin de le présenter? Je suppose que vous le connaissez déjà, David Dufresne, animateur, créateur de la chaîne Au Poste, qui est maintenant un média, qui a commencé comme une chaîne Twitch, mais qui est maintenant un média. Absolument. Et qui stream aussi régulièrement, qu'on raid souvent, hein, on a souvent des raids entre nous, que vous pouvez retrouver aussi maintenant de façon matinale le lundi. C'est ça, tu fais des matinales maintenant le lundi Le lundi matin de 7h à 9h, parce qu'un dénommé host ne fait pas de matinale de 7h à 9h. Et donc la France de gauche, la France qui se lève, avait besoin d'une matinale le lundi. Et on s'est dit, tiens, ça vaudrait le coup. Et voilà, je tente ça, c'est infernal. Mais c'est génial, mais c'est infernal. C'est compliqué, le matin ça pique hein, quand même. Alors attends juste que je vais régler un petit truc de la capture, hein, parce que là il m'a fait une bêtise. Et ben voilà, t'as invité Au Poste et il y a des problèmes techniques. Et non, c'est pas un problème technique, ça c'est pour le coup, c'est un problème si tu veux entre la chaise et l'ordinateur, je devrais dire, parce que j'ai tenté quelque chose. Pour moi, c'est un grand moment, c'est-à-dire que je regarde Host travailler sur le logiciel qui s'appelle OBS, qui est le logiciel de tous les streamers. Et pour moi, c'est une formation continue en fait que je suis en train de prendre avec vous. Merci à tout le monde. Alors, sachez une chose, hein, les amis, c'est que en tant qu'invité, on ne voit pas le chat. Ah oui, je vais te mettre le chat. On ne voit pas le chat. Alors, je ne sais pas si Mediapart considère que le chat. Ah, le voilà. Le chat est là. C'est un peu petit. C'est minuscule et c'est très loin. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, tu as le chat. Tu pourras reprendre des questions, évidemment, les remarques. Je te reçois aujourd'hui, non pas pour parler de Au Poste, même si on pourra en parler, mais pour parler de ton dernier ouvrage, 13e livre, si je ne me trompe pas. J'ai compté sur France Culture, il disait 13e. Mais, ah ouais, c'est possible. Voilà. Qui s'appelle Remember Fessenheim. On reviendra sur le titre après, je le mets devant la caméra pour les gens. Donc chez Grasset, qui est sorti fin septembre, c'est ça, si je ne me trompe pas? Absolument, ouais. Absolument, oui. Et qui est donc consacré à Françoise Daubonne, que les gens connaissent peut-être parce qu'il y a eu un petit retour en grâce ces dernières années. Absolument. Et Françoise Daubonne qui se trouve être ta grand-mère. Et tu le dis dans le livre, c'est une information qui n'était pas censée sortir publiquement. Et qui est sorti un peu contre ta volonté. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est arrivé tout ça? Alors d'abord, en deux mots, Françoise, c'était effectivement ma grand-mère, mais c'est surtout celle qui va nommer l'écoféminisme, c'est-à-dire c'est elle qui va mettre le terme. Donc elle est à la fois féministe, elle est engagée, elle est écrivaine. Elle va écrire 200 livres, donc tu vois, elle a commencé à 9 ans, je crois. Elle a commencé très tôt. Et elle va, et ça je le savais, elle va être aussi une éco-terroriste, on va en parler longuement, c'est-à-dire qu'elle va faire sauter la centrale de Fessenheim en construction. Et donc ces deux choses-là, et moi j'en étais évidemment très fier, etc. Mais je n'en parlais pas, je ne voulais pas en parler. C'était mon jardin secret. On pourra rentrer dans les détails. Et effectivement, il y a une biographie qui sort et qui fait mon outing. Et figure-toi que c'est comme ça parce que Usul et moi, on avait fait un portrait sur Françoise Daubonne, mais on avait choisi le nom de Françoise Daubonne. C'est Usul qui avait eu l'idée d'ailleurs, mais sans avoir cette information-là. Et on l'a appris en lisant cette fameuse biographie, justement. Ce lien de parenté. Et absolument. Et quand vous m'avez appelé pour faire votre émission, à l'époque c'était votre portrait de Françoise Daubonne, je vous ai dit oui. J'ai dit bon ok, on y va. Allez. Et en fait, peu à peu, je me suis dit mais alors après on m'avait demandé d'écrire une postface pour un bouquin, etc. Et quand j'ai commencé à enquêter, je me suis rendu compte de la richesse du sujet qui dépasse bien
de très très loin la question filiale. Oui. Et je me suis dit, je vais en faire une enquête, un bouquin, et ça va durer 3-4 ans, quoi. Ouais, parce que c'est le point de départ, la question filiale. Au sous-titre Une impossible grand-mère, mais effectivement, tu le disais tout à l'heure, la question c'est plus la vie de Françoise de Beaune et comment ça peut résonner aujourd'hui avec certains thèmes. Elle est à l'origine de l'écoféminisme, elle a aussi inventé le mot phallocrate, elle a énormément écrit au cours de sa vie, sans jamais accepter d'étiquettes particulières sur énormément de sujets, et c'est dans ça surtout que tu t'es plongé pour comprendre sa vie. Absolument, il y a, dans son activisme forcené, effectivement, elle est très important. C'est quelqu'un qui était très joyeux, très rigolote, et tout ça me semblait important de le retrouver. C'est-à-dire que je parle du passé, mais en réalité, ça résonne. Enfin, me semble-t-il, aujourd'hui, constamment, on se dit, tiens, il y avait des choses qui étaient possibles, qui ne le seraient plus, d'autres qui le sont encore. Il y a des constantes, des permanences, des ruptures, etc. Et effectivement, dans les années 60, 70, jusqu'au milieu des années 80, elle va être de tous les combats, notamment un qu'on n'a pas cité, qui est très important pour elle, qui est le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare qu'elle va co-créer, qui est un moment extrêmement important au début des années 70 dans le sillage du MLF qu'elle côtoie également. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est probablement sa part anarchiste, c'est-à-dire qu'elle refuse d'être de n'importe quelle coterie, elle n'ira jamais dans un parti politique, elle ne sera pas comme ces maoïstes qui feront amende honorable et vont finalement préparer le terrain au libéralisme des années 80, tout de gauche qu'il fut, et donc elle est jusqu'au bout, c'est une énervée, quoi, jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que je dis une impossible grand-mère, c'est-à-dire impossible dans le sens infernal, et impossible parce qu'elle ne pouvait pas être grand-mère. On parlera de ça aussi, puisque sa relation avec ses enfants et ses petits-enfants était particulière. Et puis pour comprendre comment elle arrive dans ces années 70 qui sont vraiment explosives dans tous les sens du terme, que ce soit en termes d'action, de violence politique et de militantisme, comment elle arrive à devenir la femme qu'elle est dans les années 70, il faut comprendre un peu sa vie. Est-ce que tu veux revenir un peu en arrière, expliquer de quel milieu elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait aussi, parce qu'elle a commencé elle a participé à mai 68, elle avait déjà 50 ans, donc en fait il y avait toute une vie derrière elle déjà. Comment elle est arrivée à être la personne qu'elle est devenue dans ces années 70? Alors, tout commence en 1920. Elle naît en 1920. Donc, elle naît dans une France qui pourrait un peu ressembler à celle d'aujourd'hui. Donc, elle va se retrouver avec des parents, notamment un père qui n'est pas insensible aux idées fascistes de Mussolini. Ce père qui a lui-même fait Verdun, qui est revenu avec les poumons encrassés, il va mourir assez jeune d'ailleurs, et dans les années 30, quand la guerre éclate, il va se ranger du côté du maréchal Pétain. Donc c'est une famille qui est à l'extrême droite, mais tout en étant très pieuse. Donc de la noblesse, je crois aussi. Hein. Et alors il y a effectivement la partie aristocrate, puisque le vrai nom c'est Piston d'Aubonne, Françoise Piston d'Aubonne. Donc c'est une famille aristocrate qui remonte à l'an 1000. Et ce qui est très important de mon point de vue, c'est que justement elle va faire une extraction sociale par le bas, c'est-à-dire qu'elle va arrêter l'aristocratie. Elle va faire une extraction politique, puisque quand bien même elle aime son père par-dessus tout, elle s'en détache très jeune, à 20 ans, au moment de la résistance, puisqu'elle va rentrer en résistance. Une petite résistance, hein, c'est pas quelqu'un qui va faire le coup de poing, etc. Mais enfin, elle voit quand même son meilleur ami être arrêté sous ses yeux, et comme dans les films, quoi, qui d'un regard lui dit tu t'arrêtes pas, et elle s'arrête pas. Elle le reverra jamais, elle y pensera toute sa vie. Ensuite, je trace à grands traits. Ensuite, elle va rentrer au Parti communiste parce que elle considère que dans la résistance, ceux qui ont été les plus courageux, les plus disciplinés, c'était les communistes. Et elle avait été très touchée par ça.
en même temps, elle raconte, et ça, je trouve que c'est une leçon pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, elle raconte que dans la résistance, on ne demandait pas sa carte aux gens d'où ils venaient. Donc, dans son groupe de maquisards, il pouvait y avoir des anciens royalistes, des communistes, des gens de gauche, de droite, et qui étaient unis face à un ennemi plus grand qu'eux, qui était le fascisme. Ce passage dans la résistance, tu le dis aussi, ça a participé à sa construction, a donné ce courage physique qu'elle a eu ensuite pour ses actions dans les années 70. Exactement. Ça, c'est ce que ces amis que j'ai retrouvés, qui avaient 20 ans, qui avaient donc 30 ans de moins qu'elle, admiraient chez elle et ne comprenaient pas. Et puis c'est une reconstruction par la suite, ou par des discussions qu'elle pouvait avoir avec Françoise, c'est qu'effectivement, Françoise, elle avait connu la guerre, elle s'était engagée physiquement. Par ailleurs, elle était physiquement imposante, elle était corpulente, elle avait une voix forte, elle était voilà, elle était très charpentée, on va dire, et donc l'engagement physique pour elle était tout à fait de l'ordre du possible, du probable, du faisable. Donc elle était vraiment là-dedans. Elle va déchirer sa carte du PC très tôt en 54 parce qu'elle est en désaccord avec la position du PC sur la guerre d'Algérie. Ouais. Et à partir de là, elle va être de tous les combats, que ce soit la décolonisation de l'Algérie, que ce soit l'avortement, que ce soit le MLF, le Front homosexuel révolutionnaire, etc. Et on la retrouve même donc sur les barricades en mai 68 à plus de 50 ans, aux côtés des étudiants aussi. Si je me trompe pas, c'est aussi quelque chose qui est assez incroyable. Imaginez aux côtés des étudiants en mai 68 à son âge. Alors j'ai retrouvé ceci dit, monsieur Host, c'est pas si vieux que ça. Non, effectivement, par rapport à la moyenne d'âge des gens sur les barricades à ce moment-là, effectivement, elle faisait monter la moyenne, quoi. Et donc, effectivement, j'ai retrouvé des écrits, et notamment, on m'a donné un manuscrit, il me plaît de le dire à côté de toi, c'est quelqu'un qui a découvert un manuscrit qui m'était dédié, qui date de mai 1968. Et moi, je viens de naître un mois avant, et qui est le journal de bord de Françoise sur la barricade. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui l'a retrouvé à Lyon, ta bonne ville, et donc je suis allé le chercher, et c'est là où j'ai découvert quantité de choses, tout ce qu'elle raconte sur les barricades. Et pour elle, alors mai 68, c'est elle dit à un moment donné, c'est le moment que j'ai attendu toute ma vie. Donc un moment de libération, de folie absolue. Elle se fait engueuler par ma mère, qui trouve qu'elle va un peu trop loin dans la révolution. Ma mère qui est pourtant elle aussi sur les barricades, mais qui trouve que quand même c'est pas bien d'envoyer des pavés sur les flics comme le fait Françoise, et ainsi de suite, quoi. Oui, puis on y reviendra aussi sur la méthode d'enquête, parce qu'effectivement il y a énormément de documentation, mais après donc mai 68, dans les années 70, elle va continuer à être de tous les combats, et notamment avec cet événement qui donne son titre au livre, enfin à cause de Clint Eastwood aussi peut-être, quoi. Ouais. On pourrait y revenir. Remember Fessenheim. Est-ce que avant de parler de Clint Eastwood, on peut parler simplement de cet attentat qui a été commis donc par Françoise Daubonne sur la centrale de Fessenheim. Monsieur Retailleau, je refuse ce terme d'attentat. Un attentat. Je parlerai de sabotage. Non, bien sûr. Non, mais pourquoi je blague là-dessus? Parce que, en fait, quand on plonge dans les années 70, on plonge dans un moment de violence politique extrême. C'est ce que je te cite le bouquin, 3000 attentats dans les années 70 attribués à des mouvances politiques, donc c'est énorme. Et tu disais même à un moment les médias ne pouvaient plus suivre. C'est ça, il y en avait tellement que en fait la plupart des plastiquages n'avaient même pas droit à une brève. Alors des plastiquages, attention, quand je dis entre ces 3 et 4 000 sur 10 ans, c'est aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, OAS, les indépendantistes bretons, les Corses, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était monnaie courante. Aujourd'hui, la justice est capable de condamner à de la prison ferme une jeune militante de dernière rénovation simplement parce qu'elle a mis de la peinture à eau sur Matignon. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit le degré quand même de tolérance, comme il a baissé de la part de la société. Sauf pour les syndicats d'agriculteurs. Là, ils ont le droit de poser des explosifs. Alors ça, c'est tout. Voilà, des engins agricoles. Oui. Mais ça, c'est une vieille histoire.
dont on pourra parler, qui ramène au maintien de l'ordre. Et donc, oui, alors attends, qu'est-ce qu'on disait par rapport... Donc, les violences politiques très courantes à cette époque-là. Et... extrêmement courantes à cette époque-là. Et Françoise découvre, au début des années 70, un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui est extrêmement important, qui est le premier rapport qui nous explique, en fait, que le monde court à sa perte, que le monde est limité, la planète est limitée, et que le genre humain vit comme si ça n'était pas le cas. Donc ce rapport va agir comme un électrochoc pour certains, et ça va être le cas pour Françoise, qui va donc prendre fait et cause pour l'écologie, on va dire. Au départ, elle va rejoindre un gars qui s'appelait René Dumont. Tu veux dire deux choses sur le rapport? Non, c'est juste pour illustrer. Les gens ils peuvent lire. Ah, très bien, voilà. Super. Ah, purée, il y a de la technique. Il y a de la technique. Il y a surtout de la dextérité. C'est ça qu'il faut dire. Il y a de la dextérité. Le rapport Meadows, voilà, extrêmement important. Et donc René Dumont est son candidat écolo, premier candidat écologiste à une campagne présidentielle en France. En 1974. Qui est un ingénieur, etc., qui lance en France ce qu'on va appeler l'écologie politique. Alors elle, après les élections, elle va considérer que ces gens-là cherchent surtout des places pour. Alors voilà, il y a la fameuse photo qui est une émission de télévision 74 où il a un verre d'eau et où il le boit très 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 lentement et où il explique. Je bois l'eau précieuse. J'ai un pull rouge en plus. Tu le fais très bien. Voilà. Et pour expliquer que le verre se vide, à un moment donné, il y aura plus d'eau, donc il y aura plus de planète. Voilà, c'était ça. Et Françoise Daubonne finalement pas moins convaincue après coup par René Dumont. Non, en fait, elle est moins convaincue par l'aspect institutionnel de la politique. Et à ce moment-là, se met en place depuis une petite dizaine d'années, mais concrètement. À ce moment-là, le parc nucléaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, sans débat national. C'est ça que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il n'y a pas de débat. C'est imposé par l'État qui dit l'énergie sera nucléaire ou ne sera pas, vous n'avez pas à discuter, il y aura tant de centrales, on va les construire là, là, là et là. Et elle décide avec son amant de l'époque, Gérard Hoff, qui aura été soumis à la torture blanche de la police allemande à peu près à la même période. Torture blanche, donc isolement, sans accès à l'extérieur, sans comment on pourrait dire. Lumière, c'est-à-dire c'est aucun son. Oui, c'est ça, aucun stimuli, c'est le mot que je cherchais. Aucun stimuli, pas de son, donc des cellules totalement insonorisées, de la lumière constante, blanche, donc cette espèce d'endroit qui te fait perdre tout repère temporel, spatio-temporel, etc. Et en fait, ils décident tous les deux de frapper un grand coup et d'aller, avec leur petite 4L orange, à la centrale de Fessenheim, qui est en construction, et ils vont faire sauter un réacteur. Alors, ils prennent toutes les mesures pour qu'il n'y ait aucun blessé, qu'il n'y ait aucune victime. Ils font ça un samedi quand il y a le moins d'ouvriers. Ils font ça entre midi et 2 quand les ouvriers déjeunent, ceux du matin et ceux de l'après-midi déjeunent ensemble à la cafette, on va dire. Et je raconte tout ça, les préparatifs, l'exécution, la revendication. Oui, parce que la chance qu'on a, c'est que Françoise Daubonne écrit énormément, y compris sur ses activités illégales. Et tu as aussi utilisé des fiches de police, donc en fait, il y a des moyens de reconstruire ça, et en plus des témoignages, donc on ça de façon assez fidèle. Alors c'est la beauté de Françoise, c'est que effectivement elle ne sera jamais inquiétée, et si elle l'avait été, elle avouait partout. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant le nombre d'indices, de traces. C'est au-delà des indices, même des fois c'est des aveux écrits. Des aveux écrits, absolument. Oui, en disant oui, c'est moi, j'ai exposé Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, alors dit comme ça a l'air facile. En fait, il faut aller chercher parce que c'est dans plein d'archives. Oui, bien sûr. Donc il y avait des archives familiales, des archives qui sont
à l'Institut moderne de l'édition contemporaine, l'IMEC, qui est à Caen, qui est un endroit absolument délicieux. C'est une abbaye désacralisée où il y a les archives d'énormément d'autrices et d'auteurs contemporains, c'est-à-dire de ce siècle et du siècle dernier. Il y a les fiches de police. Et ça, évidemment, c'est un peu mon dada, quoi. Oui, on voit la patte David Dufresne dans le livre. C'est entrecoupé de rapports de police sur comment elle se dit, qui se dit écrivain, Françoise Daubonne. Voilà, j'adore cette phrase. Quelqu'un qui est chargé de faire sa fiche, de savoir ce qu'elle fait quand elle revient d'Algérie, où est-ce qu'elle et Françoise Daubonne, virgule, qui se dit écrivain. Et ça, si tu veux, moi, je trouve ça poétique. Oui. Et ce que je dis dans le livre, c'est que là encore, ça m'a frappé. C'est-à-dire que les fiches de police racontent plus la police que ce qu'ils surveillent. Oui. Donc on voit bien leur misogynie, on voit bien leur ignorance, on voit bien leur façon de faire des raccourcis, et on voit bien parfois le degré élevé d'information qu'ils ont. En gros, c'est des indices. Hein. En gros, c'est des gens qui parlent. C'est ça qui est terrible, puisque à l'époque, on n'a pas cette surveillance technologique et de masse. Alors il y a les écoutes téléphoniques, donc là il y a des passages assez rigolos où elle raconte, elle est avec Nathalie Sarraute au téléphone et que ça, on entend le clic, elles entendent le clic, oui. Elles insultent le flic, et il y a un flic au bout du fil qui dit ça c'est pas gentil quand même. Oui, ça, on les écoute à l'ancienne où la personne était connectée, si elle parlait on entendait le bruit d'une troisième personne qui se connectait. Aussi c'est quelque chose que tu dis pas mal, c'est que ce niveau de sécurité, de techniques d'enquête policière et de présence policière était beaucoup plus bas dans les années 70. Là, quand on lit le récit de comment le couple est entré sur la centrale de Fessenheim, c'est limite bonjour, on voudrait rentrer sur la centrale, oui, allez-y, quoi. Et il y a très peu de surveillance, très peu de sécurité. La police n'a pas des moyens technologiques hyper élevés, donc il y a une période où c'était plus simple entre guillemets de pouvoir faire ce genre d'action. Disons que techniquement c'était beaucoup plus simple. Après moralement, je pense que la question se posait quand même. Hein. D'ailleurs, on voit bien après l'attentat, Monsieur Retailleau, on voit bien après l'attentat que les forces de gauche sont en désaccord. Là aussi, par exemple, je trouve que les communiqués de différentes fédérations en disent beaucoup. Le soulèvement de la Terre, notamment. Alors, non, le soulèvement de la Terre, c'est bien après. Non, je confonds les associations. Non, les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, qui sont toujours là et qui sont admiratifs devant le geste. Qui disent, nous, on sait pas manier les bombes, mais alors vraiment, bravo. La fédération anarchiste, pardon aux camarades anarchistes, mais elle est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent non, mais c'est beaucoup trop tôt. Non, c'est pas le moment, c'est pas le grand soir. Et on a l'impression que ces gens-là attendront toute leur vie le grand soir. Quoi. Là où il y a le petit matin qui est en train de se faire, on va dire par Françoise. Donc effectivement, et d'ailleurs, elle sera jamais inquiétée. Seront inquiétés des gens qui n'ont rien à voir, que j'ai retrouvés. Qui n'ont rien à voir avec les sabotages, mais qui ont tout à voir avec le mouvement antinucléaire, parce que là aussi, c'est toute une époque. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une forme de radio libre, eh bien, ces gens-là, c'est eux qui l'ont inventé à la fin des années 70. Ça s'appelait Radio Verte Fessenheim. On avait en Lorraine... Lorraine Cœur d'Acier. Voilà, Lorraine Cœur d'Acier, etc. C'est-à-dire que c'était des radios pirates, libres, qui émettaient quelques minutes pour essayer de secouer les consciences. Quoi. Oui, parce qu'à l'époque, les radios étaient des radios d'État, il n'y avait pas d'autorisation d'avoir des fréquences privées, il y avait énormément de radios pirates ou des radios qui émettaient depuis les pays voisins, quoi, c'est ça. Pour avoir des fréquences radio. Ce qu'on appelait les radios périphériques, les magnifiques radios de télé Luxembourg, RTL, Europe 1, etc., qui étaient, voilà, Europe 1 qui, il faut le rappeler, en 1968, par exemple, était surnommé par les flics Radio Barricade, parce que ils étaient en direct. Allô, rue Gay-Lussac, eh bien, les barricades sont en train d'être érigées et nous voyons Europe 1 était une radio quasi révolutionnaire. On se pince. On s'en éloigne quelque peu aujourd'hui. Quelque peu, voilà.
Et donc, ce moment Fessenheim, c'est un tournant. Elle le dit elle-même, un des jours les plus importants de sa vie. Je ne sais plus exactement la formule qu'elle a dans son journal, mais elle va vraiment une marque sur ce jour-là. Et ça donne son titre au livre, Remember Fessenheim. Mais je trouve super intéressante l'histoire de pourquoi ce livre s'appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de Clint Eastwood, David ? Absolument. Alors, effectivement, Françoise va dire de Fessenheim, c'est le sommet de ma vie. Et c'est tout ce qu'elle dira publiquement, parce que elle n'est pas complètement folle, la guêpe. Donc, elle sait bien que voilà, elle va pas publiquement revendiquer en son nom cet attentat. En revanche, elle laisse des traces chez elle à n'en plus finir. Il se trouve que donc l'attentat a lieu le 3 mai 1975. Il se trouve qu'un an plus tard, Françoise reçoit le courrier d'un ami à elle qui est en prison pour des histoires de chèques volés, qui lui dit: ah, je crois que tu devrais aller voir ce film-là. Il y a certains films qui sont intéressants, peut-être pas pour leur histoire, mais pour leur musique, pour un détail, etc. Elle, intriguée, va au cinéma, le Colorado, je crois, dans Paris, et elle va voir ce film. L'inspecteur Harry ne renonce jamais, et cet inspecteur Harry, nous sommes donc en 76, il est à San Francisco, je crois, il est sur les traces d'un groupe révolutionnaire. C'est genre des Black Panthers. Des Black Panthers. Mais pas nommés comme tels. À la sauce hollywoodienne. Oui, tu rappelles, Inspector Harry, c'est des films comme très réactionnaires, au moment de très, très réganienne, cette série de films de Vigilante. Absolument, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'Europe 1, c'est-à-dire que Clint Eastwood, il était totalement réactionnaire à l'époque, et aujourd'hui il fait des films qui sont déroutants quand on connaît d'où vient même ses engagements actuels. Oui, c'est ça. Mais alors, Inspector Harry 1 est un très bon film réactionnaire, et les suivants sont un peu plus de qualité un peu moindre, je crois. Alors, je me suis fadé celui-là, et franchement, il est pas terrible, sauf évidemment pour les décors, pour les bagnoles, pour l'ambiance de l'époque. Et pour ce détail. Et pour ce détail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, Clint Eastwood, l'inspecteur Harry, il est aux traces, donc, de ces Black Panthers au petit pied, et il y a quelqu'un qui lui dit: mais Fessenheim. Il dit: quoi, Fessenheim? Souvenez-vous de Fessenheim. Remember Fessenheim. Et en fait, les scénaristes du film utilisent ce qui s'est passé en France comme une petite intrigue. Ça revient à 2 reprises dans le film. Et donc, Clint Eastwood parle de Fessenheim. Et ma grand-mère, elle est dans la salle de cinéma, elle regarde, elle explose de rire, et elle répond à son ami Tollard qui lui a conseillé le film: c'est une merde fasciste. Et effectivement, quand on regarde le film, on peut comprendre la critique. On peut le considérer comme ça. Et donc, moi, j'ai adoré ça. Et par ailleurs, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique, vraiment, dans le cinéma américain, aujourd'hui dans les séries. C'est cette capacité à utiliser, mais très très vite, l'actualité, l'air du temps. En France, il faut 10, 15, 20 ans avant que quelque chose arrive un peu dans un film. Il y a comme une appréhension, une peur de gêner ou je ne sais quoi. Là où dans le cinéma américain, ça va vraiment, je trouve, très très vite. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça va? Ça va. Ça veut dire que Françoise Daubonne existe dans l'univers, le lore de Inspector Harry. On peut le dire comme ça. Absolument. Absolument. Et donc ça va pas être le dernier moment d'action de dégradation du mobilier non urbain. Oui, c'est ça. Harriman dit: je pue peut-être, mais j'ai un gros flingue. Ça pourrait être une réplique de Inspector Harry. Du 3. Non, mais c'est... il y a des répliques salaces, mais t'as honte de les entendre. T'as honte. Mais bref. Et je disais, c'est pas la dernière action de dégradation du mobilier que va commettre, pour pas dire attentat, visiblement, sinon on se fait gronder. S'il vous plaît. Mais il y a d'autres actions qui vont être menées, notamment chez Framatome. Est-ce que ça a été connu, ça, avant que tu sortes le livre? C'est ce que je me disais. Non, Framatome, non, pas du tout. Alors, Framatome, effectivement, c'est 3 semaines plus tard, c'est en région parisienne, et l'objectif de Françoise et de son acolyte, Gérard, c'est de frapper la tête, en fait. Avec un très joli jeu de mots, Fessenheim, ils ont attaqué le cœur du nucléaire, et là ils vont attaquer la tête. Le Framatome, c'est cette entreprise qui est chargée de piloter
l'instauration, l'implantation de tout le programme nucléaire français. Et donc, ils vont, ce soir-là, attaquer l'ordinateur, un des ordinateurs de Framatome. En fait, il y a une idée derrière qui est celle-ci, c'est que à l'époque, il y a la fraction Armée Rouge. Une grande partie du milieu intellectuel parisien et français a fait et cause pour la fraction Armée Rouge, qui n'a pas encore dérivé militairement. Dérivé militairement, c'est le terme gentil pour dire qu'ils vont tuer des dizaines de personnes. À ce moment-là, c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est notamment un fait d'armes extraordinaire, de mon point de vue, qui est l'attaque des ordinateurs américains sur le sol allemand, ces ordinateurs américains qui pilotaient les bombardements au Vietnam. Ils vont faire sauter ça. Eh bien, l'idée de Françoise et de Gérard, c'est d'essayer de reproduire un peu ça, c'est-à-dire de taper l'ordinateur pour essayer de retarder l'instauration du parc nucléaire. Et donc là, ça renvoie à beaucoup de choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand il y a une guerre génocidaire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'instauration d'une énergie dont on ne sait absolument quoi faire, puisqu'aujourd'hui on empêche des gens à Bure de poser ces questions-là, alors qu'on va installer des déchets qui vont rester des centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment on pourra dire à des gens dans des centaines de milliers d'années, si jamais la planète a pas sauté, faites gaffe parce que là ça peut être un peu dangereux à cet endroit-là. On sait même pas comment on va les prévenir. Enfin, je veux dire, c'est abyssal en réalité toutes ces questions-là. Et donc c'est ça que ça raconte. Sur le mode d'action, et il y en a encore un autre, je crois, c'était la maison de la Suède. Ça, je sais plus où ça. Non, mais tu as raison. La maison de la Suède, qui, justement. Qu'ont fait les Suédois les Suédois, ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils avaient livré des gens de la bande du groupe Mine of Bader ou la bande à Bader, appelée communément la bande à Bader, mais bon, ça pose d'autres questions. Voilà. Et François, Gérard et quelqu'un d'autre que je vais retrouver avant sa mort, celui qui a posé la bombe, qui va me raconter comment il le fait. Et là, il faut reconnaître que c'est limite parce que en réalité, il se trompe d'étage. La bombe, il la dépose au pied de l'immeuble des Champs-Élysées et non pas à l'étage comme c'était prévu. Ce qui veut dire qu'il aurait pu y avoir des blessés ou des morts. Et à un moment donné, ils vont attaquer aussi Marks & Spencer, qui était une entreprise anglaise, par rapport à comment le gouvernement anglais traitait les prisonniers irlandais de l'Irlande du Nord, etc. Là, la bombe n'explose pas. Ils attendent toute la nuit. Au petit matin, ils préviennent. Là, ils ont eu de la chance, on va dire. Et à ce moment-là, je pense, mais ça, on n'en a pas du tout la certitude, que Françoise comprend que ça suffit un peu la rigolade. Parce que c'est des pieds nickelés du sabotage. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus perfectionnés qu'eux, qui manient mieux les pains de plastique qu'eux. Et je pense que Françoise, elle comprend à un moment donné, c'est pas que ça va trop loin, c'est que ça va pas comme il faut, quoi. Oui, ça peut partir très vite en live, quoi. Donc ça, en plus, c'est qu'une partie de ces actions militantes. Rien que ce dont on a dit là, il faut se dire que dans le livre, vous allez apprendre des dizaines d'autres choses. Il y a toutes ces actions avec le front homosexuel d'action révolutionnaire, avec le phare, notamment l'action dont on avait parlé dans le portrait avec Usul, avec les saucissons, où ils sont allés. C'était en rapport avec ça, je crois, un congrès avec des psychiatres sur des thèmes homophobes. On a aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a deux actions. Il y a plusieurs actions, mais le commando saucisson. Donc, le commando saucisson, c'est une expression de Françoise et c'est une invention de Françoise. C'est-à-dire qu'elle dit, on n'a qu'à prendre des saucissons longs. C'est une arme par destination de 7e catégorie, c'est-à-dire que on peut pas grand-chose contre toi, et donc ça va agir comme des matraques. Donc ils vont dans une salle qui est très connue à l'époque à Paris, qui est une salle politique, qui s'appelle la Mutualité, que je suis allé revoir pour essayer de décrire un peu les lieux, l'escalier, le fameux escalier où il va y avoir une bataille. Et en fait,
ils vont interrompre le congrès du professeur Lejeune, le bon ami des fascistes d'alors, qui était vraiment le mentor de tout ce qui était anti-avortement. Et ensuite, à San Remo, en Italie, ouais. le phare se rend là-bas, rejoint les homosexuels italiens contre un débat où effectivement il était question du problème de l'homosexualité. Et donc pour ceux qui sont en audio, problème avec des guillemets, hein, voilà. C'était l'expression du congrès à l'époque. Du congrès de l'époque. Et là, elle a un courage fou, c'est que en fait, elle se fait passer pour médecin, pour psychiatre, et elle va sur scène et elle déclame tout son dégoût d'entendre ce qu'elle entend, etc., quoi. Et puis il y a aussi une émission de radio c'était l'homosexualité, un douloureux problème, je crois, le nom de l'émission de radio, qui a été perturbée aussi par les militantes et les militants du phare. Exactement. Alors ça, c'est le tout premier événement. Ça se passe salle Pleyel, et c'est une émission de radio, je crois sur RTL ou Europe 1 justement, l'une des deux, avec une star de l'époque, hein, une Morandini mais en femme, qui fait un débat sur l'homosexualité, ce douloureux problème. Et là, les gens prennent le micro, les copains de Françoise prennent le micro, etc. Elle n'est pas présente ce soir-là, exceptionnellement. Mais Grégoire, c'est ça, oui. Voilà, mais elle va raconter tout ça. Voilà, elle va recueillir les témoignages, donc elle raconte tout ça. Donc on a une vision assez exacte de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est en sortant que le phare va naître. Et donc, énormément d'actions militantes, d'actions concrètes, énormément d'écrits aussi. Elle a beaucoup écrit sur beaucoup de sujets, y compris de la fiction. On a le célèbre extrait, que je vais pas mettre là parce qu'on va se faire striker, mais l'extrait avec l'émission de Bernard Pivot, où elle parle d'un roman de fiction, où elle choque absolument tout le plateau, extrait qui est assez incroyable, je vous invite à aller le voir aussi. Et beaucoup d'écrits, donc on en parlait tout à l'heure au début de l'émission. Et ce pourquoi elle est un peu revenue dans le débat public, c'est qu'elle est à l'origine du terme écoféministe. Pas forcément autour des théories actuelles autour, mais en tout cas elle a quand même posé le concept, elle a donné les grandes lignes et les bases de ce concept, et elle est un peu revenue dans le débat public quand le concept est revenu dans le débat en France. Après, René Dumont, dont on parlait tout à l'heure, 74, qui va écrire son livre manifeste de campagne électorale, L'écologie ou la mort, elle va écrire un an plus tard Le féminisme ou la mort, qui est un prolongement, qui est une forme de Les gens s'inquiètent pour toi, excuse-moi, dans le chat, ils disaient que tu veux de l'eau, David, ou est-ce que le café... Alors, voilà. Non mais parce que là, je vois que c'est la belle Hélène, c'est une opposienne. Elle sait que normalement là, il devrait y avoir à nouveau une grande tasse de café. Mais à Mediapart, la cafetière elle est loin parce que ils ont une grande cuisine. Enfin bon, voilà. Il y a toute une sélection de cafés, mais c'est pas comme à la maison où le café est juste là. Voilà. Non, mais vous inquiétez pas. Si tu t'étouffes, on va chercher de l'eau. Il y a pas de souci. Peut-être un petit peu d'eau. Je vais chercher de l'eau. Je te laisse expliquer écoféminisme. Je te laisse avec le chat. Alors voilà. Merci. Bon, Mediapart. C'est bon. Alors, écoutez, Fabrice Arfi est dans les parages. On va lui poser 2-3 questions quand même. On va profiter d'être à l'antenne. Non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, l'écoféminisme. D'abord, le premier point qui est important, c'est que personne n'est détenteur d'une idée. Une idée, elle est toujours le fruit de discussions, d'air du temps, de va-et-vient, d'opinions, etc. Mais il se trouve que effectivement, Françoise d'Aubonne, elle va choper cette idée-là et elle va donc écrire Le féminisme ou la mort, dans lequel elle écrit, et c'est la première fois, le terme écoféminisme. D'ailleurs, elle écrit de manière différente. Oh, génial! Oh là là, c'est une belle maison, quoi. De manière parfois éco-féminisme, parfois éco/féminisme, parfois en un seul mot, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que bon, ça montre bien que ça flotte encore. Grosso modo, pour schématiser, l'écoféminisme par Françoise d'Aubonne, c'est ceci, c'est l'homme, le gars, toi ou moi, le garçon, quoi, a pris à la femme 2 choses. La fertilité de la terre, puisque c'était les Amazones, les femmes qui cultivaient. Les hommes vont prendre les terres, vont prendre la main sur les terres, donc ils vont leur voler la fertilité des terres, et évidemment la fécondité, le contrôle des ventres, c'est les hommes qui vont prendre la main. Et l'écoféminisme, c'est ça.
pour aller très, c'est ça en 74 dans la tête de Françoise. Et c'est donc l'idée de dire l'ennemi, c'est le patriarcat. Il y en a pas d'autre, c'est celui-là. Et ce que j'aime beaucoup dans sa pensée, c'est qu'elle dit, ce n'est pas pour mettre un matriarcat à la place, ce n'est pas pour prendre le pouvoir sur le pouvoir des hommes, parce que ça resterait un pouvoir, c'est pour détruire le pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir. Voilà. Bon, ben ça, c'est génial. Maintenant, il y a un peu d'eau. Un peu d'eau. Et beaucoup de choses qui sont assez modernes aussi dans ce qu'elle écrit. Tu parles à un moment, je crois que j'avais noté sur la question de la natalité. Qui peut être un truc assez glissant quand on parle de natalité en militantisme, mais elle le fait de façon assez consciente. Je crois que c'était pas la bonne page des limites de ce discours-là, discours anti-natalisme, mais qui sont plutôt des discours anti-pauvres ou anti-sud global. Elle a pas du tout cette vision-là. Elle parle de natalité notamment dans les pays riches. Oui, c'est-à-dire qu'elle comprend d'emblée que, évidemment, parce que une des questions qui se posait beaucoup, qui bizarrement a disparu, me semble-t-il, du débat public, c'était la question de la superpopulation. Il y avait eu un livre dans les années 60 très controversé qui s'appelait La bombe P, donc P comme population. Et elle, Françoise, mais elle n'est pas la seule, mais elle rappelle tout de suite, attention, on n'est pas en train de dire que l'Afrique ou l'Asie vont détruire la planète, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est par enfant, par bébé, en gros, la qualité de, alors j'ai plus ça tellement en tête, mais la quantité d'énergie, de viande, de consommation, etc. Donc elle disait très bien, on ne met pas sur un même plan en termes d'épuisement de la planète un enfant occidental d'un enfant de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, puisque évidemment il n'a pas on dirait aujourd'hui la même empreinte carbone. Donc ça très vite mais c'est pas le discours de Macron qui dit le ventre des femmes africaines. Faut bien comprendre comme ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais effectivement c'est aussi un peu ce que disait René Dumont sur bien comprendre les différences de consommation et d'impact sur la planète des populations dans les pays occidentaux ou dans les populations du sud global, quoi. Ce que je trouve. Vas-y. Après, sur ce point, j'en parle rapidement. Sur ce point, il y a des et c'est formidable. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à la pensée de Françoise d'Aubonne et notamment sur ces questions-là. Je pensais que tu voulais m'amener là, mais là j'ai l'impression que tu voulais partir ailleurs. Et donc il y a des gens qui considèrent, et je pense qu'ils n'ont pas tort, qu'elle n'est pas allée assez loin sur ce plan-là, qu'elle n'est pas allée assez loin dans la déconstruction. Alors après, il faut dire qu'elle a beaucoup écrit sur beaucoup de sujets. Elle a quand même beaucoup fait, quoi. Je veux dire, tu vois, elle a quand même beaucoup fait. Et il y a un point qui me semble très important, c'est que déjà être anticolonialiste en 60, 61, 62, c'est quand même extraordinaire. On peut pas demander à quelqu'un d'être aussi décolonial comme aujourd'hui, au même moment. Je veux dire, là, il peut y avoir un petit risque d'anachronisme. Mais c'est évident que dans la pensée de Françoise, elle est tellement féconde, foisonnante, qu'il y a des choses qui sont parfois un peu des raccourcis. Mais n'empêche que l'énergie emporte tout, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi sur cette question de la pensée, c'est quelque chose qui se retrouve dans la façon dont tu as mené ton enquête pour retrouver un petit peu sa pensée. Il y a eu ses écrits, mais il y a aussi eu beaucoup de rencontres que tu as faites avec des personnes qui l'ont connu. Je regarde fasciné par le verre. Non, mais je suis étonné que Mediapart soit sponsorisé par des verres. Oh purée! Attendez, regardez bien. Burger King. Ce n'est pas une sponsor. Burger King. Eh bien, très bien. Mediapart, ça a changé. Il veut nous faire striker. Voilà, il se démarque à l'antenne. On n'est pas à la télé, ça marche pas. Non, ça marche pas. Oui, alors pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on fait une biographie de quelqu'un dont on sait que des gens qui l'ont connu sont encore en vie, la moindre des choses, c'est d'aller les voir. Et puis en plus, c'est des personnages, au même titre que Françoise d'Aubonne, que tu as rencontré certaines personnes, c'est assez incroyable. Oui. Et c'est ce qui rend, moi je trouve, c'est ce qui donne confiance, c'est que on voit des gens qui ont aujourd'hui un certain âge, mais qui sont pleins d'énergie, qui sont militants, qui sont courageux, qui sont braves, qui sont parfois joyeux, qui sont qui ont pas leurs mots dans leur langue dans leur poche, etc. Et ça me permet justement de faire un portrait qui n'est pas géographique, parce que j'ai retrouvé aussi des copines de l'époque de Françoise au Phare, qui je pense à Lola notamment. Lola notamment, c'est pas qu'elle se détestait, mais enfin,
elle ne s'aimait pas copieusement, et en même temps il y a des gestes tendres que je raconte qui font le sel de la vie. Donc effectivement, aller sur le terrain, aller retourner à Fessenheim, aller voir cette dame qui était la secrétaire du directeur et qui est obligée de rappliquer ce fameux samedi 3 mai 75 parce que la centrale a sauté et qu'elle se retrouve avec un standard affiche qu'elle ne connaît pas parce qu'il y a l'Élysée qui appelle, il y a la DST, il y a les gendarmes, il y a toutes les polices d'Europe qui paniquent et elle est là avec ses petites fiches, etc. Et qu'elle te raconte ça, c'est magnifique. Le maire de Fessenheim que je suis allé voir aussi pour essayer de comprendre comment le village aujourd'hui, la petite ville, vit la fermeture puisque la centrale est fermée. Ah, bah il y a Au Poste qui nous raid. C'est un auto-raid, David. Merci Au Poste pour le raid. On se fait raid par le Au Poste. C'est un raidception comme on aime l'appeler. Voilà, incroyable. Bonjour. Ah bah génial. Merci Nora, merci infiniment. Voilà, j'avais fait une concurrence déloyale à Nora, mais c'est pour ça que j'avais pas annoncé que je venais ici chez Mediapart. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes avec Host Politique qui travaille chez Burger King, puisque ici on vous donne des gobelets Burger King. Que voilà, David a amené de lui-même. Voilà, salaud. Pas du tout. Mediapart, c'est plus ce que c'était. Bon bref, allons-y. Et on est là pour parler du livre de David Remember Fessenheim, consacré à Françoise Daubonne, son impossible grand-mère, comme le dit le sous-titre. J'ai plus dommage, j'avais utilisé le bandeau avec la photo comme marque-page. Avec ses flingues. Avec ses flingues, oui. J'aimerais revenir sur une de ces rencontres, justement celle avec Lola, parce que je la trouvais super intéressante, parce que ça te donnait un petit peu un autre éclairage, quelque chose qu'on retrouve qu'on pourrait retrouver un peu dans le monde militant aujourd'hui, c'est-à-dire une personne plus jeune qui arrive, qui voit quelqu'un qui prend beaucoup de place et tout, et qui lui en veut un peu. Et j'ai l'impression que avec la rencontre, comment tu la relates, elle change un peu de regard en revenant un petit peu sur cette période-là quand tu discutes avec elle. Oui, c'est vrai que ça fait partie des moments assez jolis, c'est-à-dire que donc Lola, alors je veux pas écorcher son nom, Misirov, qui aujourd'hui fait partie du Viok Bloc. Hein, si vous allez dans les manifs, vous verrez une dame d'un certain âge avec un panneau Viok Bloc, c'est elle. Elle est toujours à fond. Aujourd'hui, elle milite pour la fin de vie, etc. Elle sort un livre chez Libertalia en ce moment, voilà. Tu pourras peut-être l'inviter, etc. Bon, bref. Et donc, je vais la voir parce que je sais qu'elle a croisé Françoise Daubonne au phare, au Front d'action Front homosexuel d'action révolutionnaire, et qu'elle s'entendait pas très bien parce que on va dire que Lola à l'époque c'était plutôt une pétroleuse qui voulait pas de chef. Or il y avait déjà des chefs. Françoise était une chef d'une certaine manière, donc elle était en opposition, etc. Et elle me raconte chez elle qu'elle va revoir Françoise qui un jour lui apporte un livre. Elle est touchée parce qu'elle se dit tiens quand même on s'entendait pas mais elle m'apporte son nouveau bouquin, etc. Et puis elle boit un café, Françoise s'en va et là elle ouvre la dédicace et la dédicace elle est terrible, quoi. Oui, je me souviens plus de la dédicace mais c'est un truc c'est très sec. C'est très sec. Je n'ai jamais compris pourquoi ça s'est mal passé entre nous. Mais voici mon livre. Voici mon livre et je ne désire pas te revoir. Donc il y a quand même un truc. Mais ça aussi qui est vachement intéressant, je trouve, sur l'époque, c'est-à-dire que sur l'époque, on s'engueulait pas à coups de commentaires sous un post, on s'engueulait sur une tribune, chez les gens, etc. Et effectivement, je vais voir Lola, on parle de Françoise. Et Lola, en fait, ça tourne un peu dans sa tête. Elle regarde un documentaire sur Françoise et tout d'un coup, elle a une forme de tendresse. Elle se dit, on a peut-être été un peu dur. Peut-être que si elle avait été plus jeune et moins moche, puisque voilà, c'est l'expression qu'elle emploie, peut-être qu'on aurait été plus cool avec elle. Et ça, je trouve que ça fait partie de ce que j'appelle la patte humaine. C'est ça qui m'intéresse dans les enquêtes. C'est pas uniquement les faits, rien que les faits. Pardon de dire ça à Mediapart. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'interprétation. Une fois que les faits sont établis, comment chacun interprète, comment chacun se répond, s'engueule, se complète. Oui, puis c'est des souvenirs aussi qui disent aussi quelque chose. Et puis, par rapport à cette tendresse-là qu'elle a pu avoir, c'est vrai que aussi, quand tu racontes la fin de la vie de Françoise Daubonne, c'est quand même, elle est partie dans le dénuement. Toute sa vie, elle a jamais eu énormément d'argent. Et elle est quand même était assez seule à la fin de sa vie, ce que tu racontes aussi. C'est ça. Ouais. Et alors,
effectivement, elle va avoir un premier succès dans les années 50 qui va lui permettre d'acheter une chambre de bonne, un petit studio. Et en fait, toute sa vie, elle ne va vivre que de studio en studio. Oui. Et c'est à la fin de sa vie qu'elle va avoir, on va dire, le confort d'une douche, d'une salle d'eau, puisque jusqu'alors, elle va vivre avec dans un sous-pente, dans une chambre de bonne, où les toilettes et où il y a même pas de douche, Ouais, où tout les est sur le toilettes palier. et tout est sur le palier, etc. Et donc il faut attendre la fin de sa vie, où elle se retrouve dans une résidence pour artistes à Montparnasse, dans le quartier de l'Ouest parisien, où elle va vivre ses 5 dernières années et où elle va connaître le confort d'une douche. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, effectivement, dans les années 80, quand son temps est passé, parce qu'en fait, c'est le temps d'une certaine gauche qui est passé, c'est une porte qui se referme. C'est-à-dire toute cette porte des utopies des années 70 se referme brutalement, y compris par 81, qui en gros, par Mitterrand, en gros, qui dit soit vous rentrez dans le jeu, soit on ferme la porte. Il y a pas vraiment il y a évidemment des avancées, faut pas les nier, mais il y a quelque chose de très brutal. Elle ne choisit pas de rejoindre Libération qu'elle connaît depuis le début, par exemple. Ouais. Elle ne fera pas vivre la crise de mon temps. Elle ne veut pas rentrer dans le cadre. Elle ne veut pas rentrer dans le cadre. Et elle va commencer à s'isoler, à être de moins en moins invitée, plus du tout. Ses éditeurs sont de plus en plus petits. Elle continue à écrire, mais tout le monde s'en fout. Elle fait de l'automédia. Donc, plutôt que de jouer le jeu des grands médias, elle commence à faire moins attention à elle. Et puis, je rencontre justement quelqu'un qui dit, mais en fait, on ne savait pas qu'elle était dans la merde. Donc nous, quand on se faisait une réunion, après on se disait, allez, tiens, on va aller au café, on va aller manger ensemble. Elle disait toujours non. Ouais. Et en fait, elle disait non parce qu'elle n'avait pas le pognon. Oui, puisque tu dis, c'était un refus aussi de sa part, parce qu'elle était quand même dans des milieux, même depuis très longtemps, où elle fréquentait des gens connus. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qu'elle connaissait. Il y avait des liens quand même avec les milieux intellectuels, médiatiques, mais elle n'a jamais voulu rentrer dans ce monde-là, en fait. Absolument. Alors effectivement, elle est amie avec Simone de Beauvoir très tôt, puisque elle prend sa défense pour le fameux livre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, pardon, à propos duquel elle a cette phrase. Vous êtes un génie, nous sommes toutes vengées. C'est une phrase magnifique. Elle va prendre sa défense parce qu'en fait, Simone de Beauvoir est extrêmement attaquée sur son livre. Aujourd'hui, on la présente comme quelqu'un, voilà, qui a tout fait changer, ce qui est vrai, mais dans la douleur en réalité. Mais elle ne profite pas, si tu veux, elle ne profite pas de ses amitiés, parfois illustres, pour comment dirais-je, pour gravir dans la société. C'est pas du tout son truc. D'ailleurs, en 68, on parlait de 68 tout à l'heure, elle prend un malin plaisir à aller voir la Société des gens de lettres. En gros, c'est l'endroit où les écrivains se réunissent, une espèce de syndicat, pour foutre le bordel, quoi, en disant, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi vous n'êtes pas sur les barricades avec nous? Mais dépêchez-vous, sortez de votre snobisme, etc. Elle est constamment là-dedans, quoi. Mmh. Bon, je sais que c'est pas une autofiction, hein, c'est pas le but de parler de toi. Tu disais ça, écoutez David sur France Culture, hein, tu disais que ça m'emmerde les gens qui parlent de leur grand-mère, mais c'est quand même ta grand-mère et il y a quand même un lien avec aussi ton histoire personnelle dans ce livre, c'est ton impossible grand-mère, et ça fait pas mal écho à ce que tu fais aussi aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la vie de Françoise, tu parlais d'automédia, tu parlais des relations avec la police, tu as eu beaucoup de fiches de police qui ont été faites sur elle et tu as beaucoup travaillé aussi sur la police, tu as quand même un lien que toi tu dis que tu as fait tardivement, mais qui est quand même assez évident quand on se retourne, en fait. Ben oui, voilà, mais tu as tout dit. C'est-à-dire que en fait, en faisant l'enquête, j'ai découvert que comment dirais-je, alors d'abord, je pense que ma mère, donc sa fille, m'a bien mécanisé, en me rappelant toujours quand je suis né, au bout de 2 jours, Françoise arrive dans la salle de la maternité et prend le bébé que je suis, le lève comme ça au ciel en disant « bon sang ne saurait mentir » et puis le repose comme ça et se barre. Ouais. Bon, super. Mais là, après, si tu veux, ça...
quand tu sais qui est cette personne, ça crée une petite charge mentale. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'en enquêtant, je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de chemins que j'ai empruntés dans le sillage de Françoise. Et en fait, ça a été pour moi presque une révélation et plutôt agréable. C'est-à-dire que je croyais, en faisant ce que je faisais, je croyais vouloir tuer le père, mon père qui a été absent. Mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus positif que ça. C'est que je marche sur les traces très, 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 très modestement de Françoise Daubonne. C'est-à-dire qu'effectivement, cette idée de dire pas de lien de subordination au-dessus, en dessous, une forme de la liberté par-dessus tout, à tout moment, quitte à s'engueuler avec des amis parce que voilà. Parce qu'ils ont des verres Burger King dans leur live. Non mais bon, je t'embête. bien sûr. Voilà, certains sujets de prédilection, un rapport aux médias, cette idée qu'elle avait toujours, qui était « je n'attends rien d'eux ». Moi, je trouve ça magnifique et je pense qu'il faut l'avoir. Cette idée d'être en rupture de tout ce qui est dominant. Et je pense que c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois vraiment, je le martèle, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on cesse de courir après ces news. On cesse de courir après les fachos parce qu'on est battu et qu'on doit créer notre imaginaire. Et Françoise en propose un, notre imaginaire, nos combats, nos luttes, en se dégageant de cet agenda rouge-brun, brun. Non, faut quitter ça, quoi. Voilà. Ouais, de faire notre propre chemin et de sortir des étiquettes et sur cette histoire-là qui est pas évidente non plus parce que bon, c'est aussi ce qu'on explique pas mal, c'est un peu la face sombre. Je crois que dans le bouquin, c'est les mots. Je crois que c'est les mots de ta maman qui dit Françoise n'a ni été un bon père ni un mauvais père, ni une bonne ni une mauvaise mère. Elle n'a pas été du tout. C'est quelque chose qui n'était pas évident aussi à retrouver. Non, c'est vrai. Alors ça a été aussi une des explications pour laquelle je me suis pas intéressé à ma grand-mère. Enfin, j'en parlais jamais, sauf je le raconte avec le mec du service d'ordre des Berruriers Noirs, voilà, à qui je rends hommage, puisque moi je travaillais dans leur maison de disques, et avec lui on avait parlé de Françoise. Il se trouve que il la connaissait parce que il vendait certains de ses livres qu'elle publiait plus ou moins à compte d'auteur, etc. Donc j'en avais parlé avec lui, c'était en 86. Mais sinon j'en parlais jamais. Et en partie à cause de ça. Et là il m'a fallu 30 ou 40 ans pour accepter le fait que Françoise était ce que tu viens de lire, c'est-à-dire que elle n'était ni mère ni grand-mère, elle était autre chose. Or moi j'ai vu ma mère souffrir de l'absence de sa mère, donc de Françoise Daubonne. Donc ça me la rendait pas forcément sympathique et puis palpable. C'était une figure un peu lointaine. Lointaine. Mais après, en enquêtant, en fouillant mes souvenirs, je me suis rendu compte combien c'était la meilleure des grand-mères, c'est-à-dire celle qui ouvre les imaginaires, qui ouvre le champ des possibles justement constamment. Et donc ça c'était effectivement il y a beaucoup de moi il y a beaucoup d'elle plutôt chez moi. Et pour le bouquin, ce qui a été compliqué, c'est que je voulais absolument pas qu'il y ait un côté narcissique. Donc, en fait, je parle peu de moi, réellement, même si, quand on me connaît, ça transparaît un peu partout. Oui, mais c'est un peu obligé, de toute façon, avec le lien familial, l'histoire qui va avec, c'était compliqué de faire un truc totalement détaché. Et puis, comme tu le disais, c'est la patte aussi humaine. Elle est même aussi là par rapport à toi, pas que par rapport au témoignage. Bien sûr. Et maintenant que le livre est sorti, est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées, des choses qui ont changé? Il y a des gens qui sont revenus vers toi aussi, ou peut-être pas encore? Non, il y a... Non, il y a pour l'instant j'essaie parce que je veux pas trahir de secret. Oui, ça brasse. Il y a des gens que ça brasse. Il y a des gens, il y a vraiment des gens que ça brasse. Il y a parfois dans les débats, on fait des débats, des rencontres, c'est super. Il y a parfois des ajustements à faire entre les jeunes générations et puis les plus anciennes, comme la mienne, qui parle d'une génération encore plus ancienne. Il y a parfois des malentendus, et c'est bien qu'un livre
permettent de dire, bah tiens, parlons de ça. Ça veut dire quoi exactement? Je remarque un certain nombre d'anciennes féministes, enfin de féministes de la première sont très très étonnées par ce que le féminisme est en train de devenir, et celles qui détiennent le féminisme d'aujourd'hui sont très très étonnées de ce que les anciennes féministes pouvaient porter. Et donc si un livre comme celui-ci permet de discuter, de mettre les choses à plat, eh ben c'est formidable, quoi. Bah, c'est un super mot de la fin, je pense. Merci beaucoup, David. Merci à toi, merci au chat. Ouais, merci à tout le monde, merci pour le raid. Je rappelle le titre du livre, c'est Remember Fessenheim, c'est sorti à la fin du mois dernier chez Grasset. Vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter, voilà, dans toutes les bonnes librairies, le commander chez votre libraire. David, on te retrouve où la prochaine fois, ton programme d'émission? Eh bien, lundi matin, France Déter sur oppost.fr, oppost.fr. Et comme d'habitude, je vous propose une petite pause de 2-3 minutes, le Merci temps de dire au revoir à David et d'aller me chercher un petit café. Et on se retrouve pour la revue de presse. Et je vous dis à tout de suite tout le monde. Et merci encore à toi, David. Et bravo. J'ai censuré David. Ouais, en plus, je voulais dire que ce gars-là, il y a 4 ans, quand je t'ai contacté, en te disant, ouais, j'aimerais bien faire un petit stream et tout, t'as été nickel, t'as été super, t'as été très encourageant, tu m'as expliqué les trucs techniques et tout, donc je voulais te saluer. J'ai toujours pas un vrai setup de stream, mais merci à toi, David.